Ma femme m'a mis à la porte, j'ai utilisé la vieille carte de mon père, et la banque a paniqué. Mon épouse m'a jeté à la rue, s'appropriant tous mes biens pour les remettre à son amant. La seule chose qu'il me restait était une vieille carte de débit que mon père m'avait laissée. J'étais certain que le solde était à zéro, mais elle a fini par faire trembler de peur le directeur de la banque. Dites-moi depuis quelle ville vous m'écoutez et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner, afin que nous puissions démêler ce mystère ensemble. La lourdeur étouffante d'un été à Mexico frappa la peau de Daniel Navarro dès qu'il descendit de l'Uber devant la Torre Impériale, l'un des immeubles les plus luxueux de Polanco. Cela faisait 2 semaines qu'il était dans un petit village poussiéreux d'Oaxaca, au cœur de la Sierra, prenant soin de sa mère qui avait été au bord de la mort. Maintenant qu'elle était stable, Daniel rentrait enfin chez lui, aspirant au confort de son penthouse de luxe, et surtout, impatient de retrouver son épouse, Mariana. Il traîna sa valise dans le hall d'entrée, au marbre étincelant de la Torre Impériale, imprégné d'air froid et de parfums chers. Un soupir de soulagement se dessina sur son visage lorsque l'ascenseur s'arrêta au 30e étage avec un léger digne. Il était épuisé, ses vêtements de voyage froissés et son esprit saturé, mais heureux d'être de retour. Le couloir était frais et silencieux, moquetté, éclairé par des lumières tamisées. Il s'arrêta devant la porte 30, son penthouse. Il chercha dans son sac à dos, sortit le porte-clés électronique de l'appartement et approcha la carte du lecteur numérique. Bip. Bip. Une lumière rouge clignota. Accès refusé. Daniel fronça les sourcils, réessaya, et obtint le même bip sec. C'est étrange, elle est peut-être démagnétisée, murmura-t-il, essayant de ne pas s'inquiéter. Il sonna 2 fois. Il y eut quelques secondes de silence. Seul le bourdonnement lointain de l'ascenseur se faisait entendre. Puis, des pas à l'intérieur, le tour de la serrure, et la lourde porte s'ouvrit. Mariana se tenait là. Son épouse. Mais ce n'était pas la même Mariana qu'il connaissait. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Elle portait un peignoir de soie, les cheveux en bataille, et l'air de l'appartement était saturé d'un parfum masculin qui n'était pas le sien. « Ah. Tu es déjà de retour si vite, dit-elle sans aucune trace de joie. Le cœur de Daniel s'arrêta un instant. Mariana, pourquoi ? Pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas ? Demanda-t-il, la voix tremblante. Parce que j'ai changé les serrures, répondit-elle, bloquant toujours l'entrée de son corps. De l'intérieur, on entendit un rire d'homme, clair et éhonté. Mon amour, qui est-ce ? Si c'est un vendeur, dis-lui de s'en aller. Une voix jeune se fit entendre. Un homme très beau, beaucoup plus jeune que Daniel, apparut derrière Mariana. Daniel le reconnut immédiatement. C'était Léo, un mannequin et influenceur Instagram qui commençait à se faire un nom, et pour qui il avait toujours eu une certaine méfiance. Léo portait le peignoir de soie de Daniel, celui que Daniel s'était offert pour leur anniversaire de mariage l'année précédente. Il le toisa de haut en bas, jugeant ses jeans de voyage, son visage fatigué et sa valise usée. « Ah, dit Léo avec un petit sourire moqueur. Ce n'est pas un vendeur. Il se trouve que c'est l'ex-mari. » Ex-mari ? Mariana, qu'est-ce que c'est que ça ? Murmura Daniel, sentant les larmes lui piquer les yeux. Qui est-il ? Pourquoi est-il chez nous ? Pourquoi porte-t-il mes vêtements ? Mariana soupira, comme s'il n'était qu'un inconvénient insignifiant. Écoute, Daniel, c'est fini. On ferait mieux de parler en bas. Ne fais pas de scène ici, dit-elle sans bouger. Elle ne lui permit même pas de mettre un pied à l'intérieur. Elle sortit dans le couloir, referma la porte derrière elle, laissant Léo à l'intérieur, souriant avec supériorité. Ils descendirent en silence dans l'ascenseur. Mariana ne dit pas un mot. Daniel était pétrifié, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Il pouvait encore sentir le parfum de Léo, une odeur agressive qui n'avait rien à voir avec lui, imprégnant l'air. L'ascenseur s'ouvrit sur le hall bondé. C'était l'heure de pointe et certains résidents les regardaient avec curiosité. Mariana marcha rapidement vers un coin du vestibule, à moitié caché près d'une baille vitrée donnant sur le Paseo de la Reforma. Daniel la suivit comme un robot. « Mariana, explique-moi ce qui se passe, demanda Daniel d'une voix faible. Qu'y a-t-il à expliquer, répondit-elle, glaciale. Ce n'est pas clair, non, murmura-t-il. Ça fait 10 ans. 10 ans ? Oui. Et c'est fini. Toi et moi, c'est terminé. C'est tout. Après 10 ans,
après que j'ai pris soin de ta mère lorsqu'elle a eu son AVC l'année dernière, après avoir tout construit avec toi à partir de rien, lâcha Daniel, incrédule. Mariana laissa échapper un petit rire cynique. Construit avec moi à partir de rien? Ne sois pas ridicule, Daniel. J'ai réussi grâce à mon travail. Tu n'as été qu'un fardeau, surtout depuis que tu passes ton temps à t'occuper de ta mère dans ce petit village. Tu as oublié tes devoirs d'époux. Mes devoirs? Oui, regarde-toi, dit-elle en le pointant du doigt avec mépris. Mal coiffé, négligé. Je suis une grande promotrice immobilière. J'ai besoin d'un partenaire à mon niveau, pas d'un homme entretenu qui rend service à sa famille. Et Léo? Vous êtes ensemble depuis tout ce temps, demanda Daniel, la mâchoire décrochée. Oui, ça fait 1 an, répondit Mariana sans la moindre once de culpabilité. Et lui, il me comprend. À cet instant, un agent de sécurité s'approcha, poussant une petite valise usée, un sac de voyage râpé que Daniel reconnut instantanément, le même qu'il avait utilisé lorsqu'ils avaient emménagé à Mexico des années auparavant. Mariana prit le sac et le jeta aux pieds de Daniel. Une partie du contenu fut exposée, de vieux vêtements, un porte-monnaie. Voilà tes affaires. J'ai jeté le reste, ajouta-t-elle, et elle lança également une enveloppe manie sur le sac. Ce sont les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. À l'intérieur, il y a un accord. Tous les biens se pentousent, les voitures, l'entreprise, tout est à mon nom. Tu es entré dans ce mariage sans rien. Tu repars sans rien. Les larmes finirent par s'échapper des yeux de Daniel. Ce n'était pas seulement une humiliation, c'était une exécution de sang-froid. Tu ne peux pas faire ça, balbutia-t-il. Bien sûr que je peux, et c'est déjà fait, répliqua Mariana, le regard glacial. Signe ces papiers. Si tu te comportes bien et ne réclames aucun bien matrimonial, je serai peut-être généreuse et te donnerai de l'argent pour un billet de bus de retour vers ton petit village d'Oaxaca. Un murmure parcourut le hall. Les gens chuchotaient en voyant la scène. Daniel se sentit nu, exposé. Va-t'en, cracha-t-elle. Mais c'est aussi ma maison. Plus maintenant, cria Mariana. Sécurité. 2 gardes s'approchèrent, mal à l'aise, mais clairement du côté de la propriétaire du Penthouse. Nous sommes désolés, monsieur, veuillez ne pas faire de scandale, dit l'un d'eux en le prenant doucement par le bras. Daniel fut traîné vers la sortie, il regarda en arrière, suppliant, Mariana, s'il te plaît. Mais elle le regarda seulement avec une expression vide, puis tourna les talons vers l'ascenseur. Depuis la balustrade du niveau intermédiaire, Daniel aperçut la silhouette de Léo observant sa victoire. La porte vitrée du hall se referma avec un soupir, le séparant de la vie des 10 dernières années. Il se retrouva sur le trottoir chaud, sous un ciel qui commençait à s'assombrir, avec seulement un sac de vieux vêtements et des papiers de divorce insultants. La nuit tomba rapidement sur la ville. Les lumières des rues s'allumèrent comme des lucioles électriques, mais pour Daniel, tout restait plongé dans l'obscurité. Il marcha sans but, le bruit des klaxons et du trafic lourd résonnant comme des rugissements dans ses oreilles. Il n'avait nulle part où aller. Sa mère était toujours convalescente à Oaxaca. Il ne pouvait pas lui imposer cette disgrâce en plus. Ses pas le menèrent à un banc dans le bosque de Chapultepec. Il s'assit, regardant l'horizon des immeubles illuminés. Son estomac grogna. Il n'avait pas mangé depuis le matin. Autour de lui, les terrasses des restaurants se remplissaient. L'odeur de viande grillée, de tacos et de crème glacée flottait dans l'air, aiguisant encore plus sa faim. Les gens riaient, les couples marchaient main dans la main. Daniel se sentit comme un fantôme invisible, inexistant. Il ouvrit le porte-monnaie que Mariana lui avait jeté. Dedans, il y avait environ 10 € en billets, même pas de quoi payer une nuit dans un motel bon marché en périphérie. Il sortit son portable. La batterie était à 5%. Il se dépêcha d'ouvrir l'application de la banque où ils avaient le compte joint. Solde, 0. Mariana ne l'avait pas seulement mis à la porte, elle l'avait laissé sans rien, vidant jusqu'au dernier euro du compte commun, y compris les économies qu'il avait avant de se marier. Un désespoir froid et lourd s'enroula autour de sa poitrine. C'est fini, pensa-t-il. Il avait touché le fond. Cette nuit, il allait dormir dans la rue. Les larmes commencèrent à couler silencieusement. Il regarda à nouveau l'intérieur du porte-monnaie. Derrière les compartiments à cartes se trouvait une photo décolorée, une image de son père. Son père, Don Alberto Navarro,
un humble agriculteur et marchand de tabac, était mort 10 ans auparavant, juste avant qu'il n'épouse Mariana. Derrière la photo, il y avait autre chose. Avec des doigts tremblants, Daniel tira sur un bord et en sortit une carte de débit bleu délavée, aux bords effilochés. Le logo était à peine lisible, Banco Herencia del Sur, une petite banque régionale de toujours. Daniel resta paralysé quelques secondes. Il se rappela. Son père lui avait donné cette carte quand il avait 17 ans, juste avant qu'il ne déménage à Mexico pour étudier à l'université. « Garde ceci, mon fils, lui avait-il dit à l'époque, de sa voix douce mais ferme. C'est un compte que papa a ouvert pour toi. Ne l'utilise jamais, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Ne le mélange pas avec l'argent de tes dépenses. Imagine qu'il n'existe pas. Combien y a-t-il, papa, demanda-t-il, curieux. Don Alberto sourit simplement, énigmatique. Assez pour jeter l'ancre. Si un jour tu sens que ton bateau est sur le point de couler, utilise-la, mais tant que tu peux naviguer, ne touche pas à l'ancre. Daniel ne l'avait jamais utilisé. Il l'avait complètement oublié. L'université, les amis, puis Mariana et la construction de l'empire de son épouse avaient occupé tout son espace mental. Il avait toujours supposé que ce compte contenait tout au plus quelques centaines d'euros, reste d'une ancienne allocation. Mais cette nuit-là, son bateau n'était pas sur le point de couler, il avait déjà volé en éclats. Il serra la carte fort. Ces 10 euros en liquide ne lui servaient à rien. Mais peut-être que l'argent que son père avait laissé la suffirait à payer un billet de bus pour retourner à Oaxaca. Une minuscule espérance, mince comme un fil, commença à s'allumer dans sa poitrine serrée. Il ne dormit pas. Il trouva refuge sous l'auvent d'un magasin fermé, serrant son sac comme une bouée de sauvetage et attendant le lever du jour. Il était sale, affamé et mort de peur, mais la carte délavée lui brûlait chaudement la main. À 8 heures du matin, il se tenait devant une succursale de la Banco Herencia del Sur, dans une rue latérale du centre historique. Le bâtiment était exactement comme il s'en souvenait de ses visites d'enfant, une ancienne bâtisse en pierre ancrée dans le passé, si différente des banques modernes de verre et d'acier où Mariana gardait son argent. À l'intérieur, l'ambiance était silencieuse. Il n'y avait que 2 guichets et un bureau de service client. L'odeur de vieux papier et de poussière dominait l'air. Daniel prit un ticket. Il était le seul client. On l'appela au bureau, servi par un jeune homme en chemise blanche. Son badge indiquait « Ravière ». « Bonjour, monsieur. »« En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il poliment, bien que ses yeux trahissent un léger désarroi en voyant l'apparence quelque peu débraillée de Daniel. « Bonjour, répondit-il, la voix rauque. Je voudrais vérifier le solde, mais la carte est très ancienne et j'ai oublié mon code PIN. » Il tendit la carte bleue usée. Ravière la prit, la tourna entre ses doigts et fronça les sourcils. « Mon Dieu, monsieur, cette carte est très ancienne. C'est notre ancien logo, commenta-t-il. Peut-elle encore être utilisée ? Demanda Daniel avec anxiété. Je vais vérifier, monsieur. Me prêtez-vous votre pièce d'identité ? Le jeune homme prit son document et confirma le nom, Daniel Navarro. Puis il commença à taper sur l'ordinateur. Le système semblait lent. Ravière écrivait, cliquait, écrivait à nouveau et fronçait les sourcils. Étrange, murmura-t-il. Le cœur de Daniel s'accéléra. Y a-t-il un problème ? Demanda-t-il, terrifié. L'information n'apparaît pas immédiatement. Notre ancien système est parfois capricieux. Il semble que ce compte soit en statut inactif ou dormant. Depuis combien de temps n'y a-t-il pas eu de mouvement ? Peut-être 20 ans, répondit-il, hésitant. Ravière écarquilla les yeux. 20 ans ? Un instant, monsieur. Je vais essayer d'accéder au serveur manuel. Ses doigts volèrent sur le clavier. Des lignes de code vert que Daniel ne comprenait pas apparurent à l'écran. Le silence s'épaissit. On n'entendait que le cliquetis des touches et le bourdonnement de la climatisation. Daniel se mordit la lèvre, convaincu que le compte serait fermé et l'argent perdu. Ravière se gratta la tête. C'est bizarre. Le solde n'apparaît pas, monsieur, mais il y a une sorte de drapeau, une alerte sur ce compte. Une alerte de haut niveau. Alerte, demanda Daniel, la gorge nouée. Cela signifie que j'ai une dette ? Non, non, pas une dette, répondit-il nerveusement. Je n'ai jamais vu ce code. Un instant, s'il vous plaît. Il tapa une autre série de commandes.
L'ordinateur sembla réfléchir, et soudain, quelque chose apparut à l'écran. Le visage détendu de Ravière changea en une seconde. Il devint blanc comme un linge, les yeux fixés sur le moniteur. Monsieur Ravière, l'appela Daniel, inquiet. Il ne répondit pas. Il était resté figé, relisant encore et encore ce qu'il voyait. Sa bouche s'entr'ouvrit, il déglutit difficilement, et soudain, il se leva si rapidement que la chaise fut projetée en arrière avec un grincement strident. « Monsieur Ruben, monsieur le directeur » cria-t-il, brisant le silence de la banque. « Vous devez voir ça. » Il ne regardait plus Daniel. Ses yeux restaient collés à l'écran, comme si quelque chose de terrifiant s'y trouvait. D'un bureau vitré sortit un homme d'âge moyen au visage sévère, monsieur Ruben, le directeur de la succursale. « Que se passe-t-il, Ravière ? Ne crie pas comme ça, il y a des clients, le réprimanda-t-il d'un ton sec. « Pardon, monsieur, mais vous devez voir ceci, insista Ravière, pointant l'écran d'une main tremblante. Compte au nom de Daniel Navarro, héritage de son père, don Alberto Navarro. Ruben soupira, agacé par l'interruption, et s'approcha du bureau, prêt à réprimander son employé. Il jeta un coup d'œil à l'écran et resta paralysé. Son expression professionnelle et rigide s'effondra en un instant. Il passa de l'agacement à la confusion, puis à une pâleur mortelle. Il regarda le moniteur, puis Daniel, puis l'écran à nouveau. « Monsieur Daniel Navarro » demanda-t-il d'une voix qui tremblait maintenant. « Oui » répondit-il, effrayé. « Que se passe-t-il ? Mon père était un délinquant. »« Ravière, ferme ton guichet immédiatement. Mets l'écriteau fermé et conduis monsieur dans mon bureau. » Et que personne d'autre ne voie cet écran, ordonna Ruben avec urgence. Le ton était si pressant que Daniel sursauta. Ravière, bégayant, se dépêcha d'accrocher le panneau fermé et éteignit le moniteur. « Par ici, monsieur, dit-il, le traitant soudain avec un respect presque révérencieux. Dans le petit bureau du directeur, la porte fut immédiatement fermée à clé. Ruben fit les 100 pas quelques secondes avant de finalement s'asseoir devant son ordinateur. Ses mains tremblaient légèrement en l'allumant. « Veuillez nous excuser, monsieur, vous nous avez pris par surprise, dit-il, essayant de retrouver son calme. « La vérité, c'est que je ne comprends rien, répondit Daniel, au bord des larmes. Mon père a laissé une dette énorme. » « Dette ?» Ruben laissa échapper un rire nerveux. « Non, monsieur, tout le contraire. » Il tourna le moniteur vers lui. Ravière, debout dans un coin, désigna l'écran, retenant presque sa respiration. « Regardez ceci, s'il vous plaît. » À l'écran n'apparaissait pas un simple solde en euros, mais un diagramme de structure de propriété. « Ce compte n'est pas un compte d'épargne normal, monsieur, expliqua Ruben, la voix basse et émerveillée. C'est un compte maître lié à une société à responsabilité limitée. » Une entreprise, une SA, répéta Daniel, fronçant les sourcils. « Exact. Le Gado Navarro SA, lut Ruben. Votre père, don Alberto Navarro, l'a fondée en 1998 et elle est restée inactive pendant 20 ans. Mais mon père n'était qu'un vendeur de tabac, murmura Daniel. C'est ce qu'il voulait que les gens croient, l'interrompit Ruben. D'après ce que je vois ici, il ne vendait pas seulement du tabac, c'était un courtier foncier et un génie, si vous me permettez de le dire. Il cliqua sur un autre onglet de l'écran, liste des actifs, le Gado Navarro SA. Cette société est la propriétaire légale de 800 hectares de noyers pacaniers et de terres agricoles dans le sud de Veracruz. Tout est sous cet acte, et la propriété totale vous a été transférée en tant qu'héritier avec une clause spéciale. Quelle clause, murmura Daniel. Que la société s'active et tous ses biens deviennent accessibles à l'héritier seulement si l'héritier accède au compte maître dans une situation désespérée ou si le solde de ses comptes personnels est à zéro, lut Ruben. La mâchoire de Daniel se relâcha. Son père l'avait prévu. Il regarda la rangée de données à l'écran. Ce n'étaient pas des chiffres d'épargne, mais des extensions de terre, des participations et des actifs. Il ne s'évanouit pas et ne cria pas. Il se redressa sur sa chaise. La faim, la fatigue et l'humiliation des dernières 24 heures se dissipèrent, remplacées par quelque chose de froid, déguisé et de très fort. Il se rappela le geste moqueur de Mariana, le sourire triomphal de Léo. « Monsieur Ruben, dit Daniel avec un calme qui le surprit lui-même. « Oui, monsieur. Que dois-je faire pour activer cette entreprise immédiatement ?» Ruben le regarda avec inquiétude. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Devant lui,
Il n'y avait pas un homme pleurant de joie ou de soulagement, mais quelqu'un dont les yeux, encore gonflés par les pleurs, s'étaient endurcis. Il observait l'écran avec une concentration froide et terrifiante. « Monsieur, répéta-t-il sans hésiter. De quoi ai-je besoin pour activer ceci? Techniquement, elle est déjà active, monsieur, balbutia-t-il. Dès que vous avez accédé au compte avec un solde personnel nul, la clause a été remplie. Notre équipe juridique qui administre le fidéicommis attend déjà vos instructions. » Ravière, le jeune homme, se dépêcha d'apporter un verre d'eau à Daniel, qui n'y toucha pas à mon père, don Alberto Navarro. « Que savez-vous d'autre à son sujet ?» demanda-t-il. Ruben ouvrit un tiroir et en sortit une chemise épaisse, poussiéreuse. « Votre père était un client prioritaire bien avant que le concept de banque privée n'existe, expliqua-t-il. Il a laissé ceci, une lettre et plusieurs documents légaux. Il nous a demandé de ne les remettre à son fils ou de les ouvrir que si un jour il accédait au compte. » Il lui tendit une enveloppe jaunie. Les mains de Daniel tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une feuille écrite à la main, de l'écriture ferme de son père. « À mon fils Daniel, si tu lis ceci, 2 choses ont pu se passer. La première, c'est que papa n'est plus là et que tu es prêt à commencer ta propre vie. La deuxième, c'est que la vie ne s'est pas déroulée comme tu l'espérais. » Daniel déglutit et continua à lire. « Papa était vendeur, c'est vrai, mais je sais aussi que ce monde n'est pas toujours juste envers les hommes intègres comme toi. J'ai vu comment ils ont traité ta mère et je sais de quoi certaines personnes sont capables lorsqu'elles voient quelqu'un de vulnérable. Papa a gardé une petite encre pour toi, non pas pour te gâter, mais pour t'assurer d'avoir des options lorsque tu te sentiras acculé. J'ai conçu la clause désespérée exprès. Je sais que tu es très intelligent, mais je sais aussi que tu as un grand cœur. J'avais peur. Si tu avais de l'argent, tu pouvais attirer la mauvaise femme. Et si tu n'avais pas d'argent, la mauvaise femme pouvait te piétiner quand même. Là-dessus, papa a échoué. J'aurais souhaité que tu n'aies jamais à lire cette lettre, mais si tu la lis, souviens-toi du message de papa. Ne pleure pas. Ne reviens pas avec des larmes. Construis ton propre royaume, mon fils. Fais en sorte qu'elle le regrette. L'encre est déjà jetée. Maintenant, navigue. Avec amour, papa. Les larmes qu'il avait retenues tombèrent enfin, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la compréhension. Son père, ce simple vendeur, avait vu l'avenir. Il avait vu Mariana des décennies avant qu'elle n'apparaisse dans sa vie. Daniel essuya ses larmes du revers de la main et regarda Ruben. « J'ai besoin de 3 choses, dit-il. »« Lesquelles, monsieur ?»« Premièrement, du liquide. »« Je n'ai pas un seul euro, répondit-il sans embâche. »« Bien sûr. »« Ravière, prépare un retrait du compte opérationnel, ordonna immédiatement Ruben. »« Deuxièmement, poursuivit Daniel, j'ai besoin d'un endroit où loger quelques jours, un hôtel sûr, loin de la tour impériale. Cela peut être arrangé. Nous avons des accords d'entreprise avec des hôtels sécurisés, acquiesça le directeur. Et troisièmement, et c'est le plus important. Daniel se pencha en avant. J'ai besoin de toutes les informations financières de Legado Navarro SA et d'une recommandation du meilleur consultant en restructuration d'entreprise que vous ayez, mais qui ne fasse pas partie des cercles de Mariana. Je veux quelqu'un du quartier financier de Reforma, quelqu'un qui ne la connaisse pas. Ruben resta un instant sans voix, impressionné par la sérénité de cet homme qui, une demi-heure auparavant, ressemblait à un sans-abri. Je connais quelqu'un, dit-il. On l'appelle le nettoyeur. Il est très cher, froid. Il s'appelle Sergio. Parfait, répondit Daniel. Donnez-moi l'argent, faites la réservation d'hôtel et organisez-moi un rendez-vous avec Sergio. Daniel ne resta pas à l'hôtel que Ruben lui avait réservé. Ce fut son premier mouvement, ne pas être prévisible. Après avoir retiré une somme considérable en espèces qu'il aurait étourdi la veille, il s'acheta un nouveau téléphone avec un nouveau numéro et plusieurs tenues simples mais propres dans un centre commercial proche. Ensuite, il réserva une chambre au Saint-Régis de Reforma, l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, sous un faux nom. Il s'y enferma pendant 24 heures. Il commanda le service en chambre, mangea comme il n'avait pas mangé depuis des jours, prit un bain chaud et dormit. Il laissa son esprit traiter la destruction et la renaissance qui s'étaient produites en une seule journée. Le lendemain matin, il n'appela pas Sergio. Il savait que quelqu'un comme lui ne serait pas impressionné par un appel téléphonique. Daniel se présenta directement au cœur du quartier financier, entouré de gratte-ciel de verre.
Le bureau de Sergio était à un étage élevé, minimaliste, froid, tout de verre et d'acier. Avec ses nouveaux vêtements, simples et impeccables, il détonnait dans cet environnement, mais il ne se sentait pas inférieur. « Je veux voir Monsieur Sergio, dit-il à la réceptionniste. Je n'ai pas de rendez-vous. Monsieur Sergio est occupé, monsieur. Son agenda est complet pour les 2 prochains mois, répondit la femme sans lever les yeux. Dites-lui, insista Daniel calmement, que je suis Daniel Navarro, propriétaire de Legado Navarro S.A., actif 800 hectares. La réceptionniste hésita, mais les mots 800 hectares firent décrocher le téléphone. 5 minutes plus tard, elle accompagna Daniel dans un bureau d'angle avec vue panoramique sur toute la ville. Sergio était un homme d'une trentaine d'années, sans cravate mais plus formel que beaucoup de PDG en costume. Il ne souriait pas. Ses yeux étaient aiguisés et l'analysèrent de haut en bas. « Je n'ai que 10 minutes, monsieur Navarro, dit-il d'une voix grave et plate. Legado Navarro, entreprise dormante, actifs agricoles. Quel est le problème ? Daniel s'assit sans attendre d'invitation. Le problème, monsieur Sergio, dit-il, c'est que cette entreprise vient de se réveiller. Les actifs sont grands, mais je ne sais rien des noyers, ni des pêchers, ni de la manière de gérer tout cela. Et j'ai un autre problème à régler. Mon ex-épouse, promotrice dans cette ville, s'appelle Mariana. Elle réclame une part. Elle n'est au courant de rien. Sergio leva un sourcil. Intéressant. Que voulez-vous de moi ? Je veux que vous restructuriez cette entreprise depuis la racine, que vous l'auditiez, que vous en fassiez une société moderne, active et rentable. Et je veux que vous soyez mon conseiller personnel, dit Daniel sans hésiter. Je veux apprendre à utiliser ce pouvoir. Sergio l'observa longuement. Je suis cher, monsieur, avertit-il. Je le sais, répondit Daniel. Je ne suis pas intéressé à ce que vous gériez mes drames personnels. Je vous demande de m'apprendre à gagner une guerre commerciale. Le drame n'est qu'un bonus. Sergio esquissa un léger sourire. Le premier. Quand commençons-nous, demanda-t-il. Hier, répondit Daniel. 2 semaines s'écoulèrent. La ville n'avait aucune idée de ce qui se passait dans ses bureaux discrets. Daniel et la petite équipe de Sergio travaillaient 20 heures par jour à disséquer le Legado Navarro S.A. Ils découvrirent que les actifs étaient supérieurs aux prévisions. Don Alberto n'avait pas seulement acheté des terres, il détenait aussi de petites participations dans des entreprises agroalimentaires qui valaient désormais une fortune. Daniel apprenait vite, dévorant les rapports financiers, étudiant les lois agraires et absorbant les notions de base de la gestion agro-industrielle. Sergio le regardait intrigué. Ce client était différent. Il ne se laissait pas emporter par la panique ou la cupidité, seulement par l'objectif. Il était comme une éponge sèche absorbant tout. Au cours de ces 2 semaines, Daniel se transforma également extérieurement. Il coupa ses cheveux longs et négligés dans une coupe courte, nette et élégante. Il jeta ses vieux vêtements avec l'aide d'un styliste personnel engagé par Sergio. Son armoire contenait désormais des costumes sur mesure, des chemises en coton fin et des vêtements simples mais élégants dans des couleurs sobres, noir, bleu marine, gris. Les cernes firent place à un regard éveillé. Les baskets usées furent remplacées par des chaussures de ville. Mais le plus grand changement était dans ses yeux. Il n'y avait plus de peur, juste du calcul. « Êtes-vous prêt à remonter sur le ring, monsieur ?» demanda Sergio un après-midi. « Je suis plus que prêt » répondit Daniel. Il ne retourna pas à l'hôtel. Sur ses ordres, l'équipe de Sergio avait travaillé en silence dans la ville. Ils avaient acheté une vieille bâtisse dans le quartier de San Angel. Ce n'était pas un manoir neuf et ostentatoire comme ceux que Mariana aimait tant, mais une maison historique, solide, élégante, avec un air de vieille richesse et de pouvoir générationnel. Ils la payèrent content. Lorsque Daniel franchit le seuil de son nouveau manoir, il n'était plus l'homme chassé du hall de la Tour impériale. Il était monsieur Daniel Navarro, directeur général de Legado Navarro S.A. Pendant ce temps, dans le penthouse de la Tour impériale, la vie de Mariana et Léo était à son apogée. Ce projet, mon amour, s'exclama-t-elle un soir, servant du champagne dans une coupe que Léo tenait pour prendre des selfies. Ça va changer la donne. Après avoir balayé Daniel de sa vie, Mariana se sentait invincible. Son entreprise de construction cherchait frénétiquement des projets. J'ai des informations privilégiées, dit-elle, les yeux brillants d'ambition. Il y a de très bonnes terres, des milliers d'hectares, qui vont être mises sur le marché. On dit qu'elles vont être ouvertes pour un développement de luxe.
Il faut que j'obtienne ce contrat. Léo, occupé avec son téléphone, l'écoutait à peine. Ouais. Génial. Ça veut dire que notre mariage peut avoir lieu à Cancun, n'est-ce pas? Et je veux cette nouvelle montre hors de prix. Bien sûr, tout ce que tu veux, répondit Mariana, bien qu'elle fût inquiète intérieurement. Pour s'emparer d'un projet aussi grand, elle avait besoin d'une injection de capital énorme. Elle avait besoin d'investisseurs. Son entreprise avait des dettes considérables, résultat d'un style de vie démesuré. Je vais organiser des réunions avec tous les investisseurs potentiels, murmura-t-elle. Quelques jours plus tard, elle commença à entendre des rumeurs dans les cercles d'affaires de Polanco. Tu savais, lui commenta une collègue. Il y a un nouveau joueur en ville qui investit à tout va. Il a acheté un manoir à San Angel, content. Il a engagé ce consultant de Reforma, ce Sergio, le nettoyeur. Comment s'appelle l'entreprise? Demanda Mariana, intéressée. Personne ne sait exactement. Ils sont très discrets. Seul le nom de l'entreprise est connu. Un nom très ancien, Legado Navarro S.A. Ça te dit quelque chose? Mariana secoua la tête. Un nom désuet. Ils doivent être de vieilles familles riches qui réactivent à peine leurs actifs, dit-elle en se léchant mentalement les babines. C'était l'opportunité parfaite. Elle ordonna à son assistante de trouver un moyen de contacter Legado Navarro. Elle devait leur présenter sa proposition pour développer le projet dans le sud de Veracruz. Elle ignorait que les terres qu'elle convoitait étaient les mêmes que Daniel avait héritées. L'invitation arriva. Legado Navarro était intéressé à entendre la proposition de Constructora Mariana S.A. La réunion se tiendrait à la résidence du directeur général, dans le manoir de San Angel. Mariana se sentit au sommet du monde. Regarde, Léo, ils m'ont invité, se vanta-t-elle. Ils ont sûrement entendu parler de ma réputation. Ce matin-là, elle enfila son costume le plus cher, répéta sa présentation devant le miroir et sortit, déterminée à éblouir ce mystérieux investisseur. La haute grille en fer forgé s'ouvrit lentement lorsque sa voiture arriva. Elle entra dans un hall majestueux mais sobre, avec des murs de marbre et des meubles anciens. Un assistant à l'air formel la reçut. Bonsoir, Madame Mariana. Veuillez patienter dans la salle de réunion, s'il vous plaît. Notre direction arrivera dans quelques minutes. Elle fut conduite à une immense bibliothèque reconvertie en salle de réunion. D'un côté, une très longue table en acajou, de l'autre, de hautes fenêtres donnant sur un jardin impeccable. Au fond, un homme révisait un ordinateur portable. Mariana pensa que c'était le patron. Bonsoir, monsieur, salua-t-elle. Je suis Sergio, consultant, répondit-il, levant les yeux avec froideur. Asseyez-vous, Madame Mariana. Notre direction est sur le point d'arriver. Mariana commença à se sentir nerveuse. L'atmosphère était trop lourde, trop silencieuse. 5 minutes lui parurent 1 heure. Soudain, les doubles portes derrière elle s'ouvrirent. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle entendit des pas, des chaussures à semelles de cuir, fermes, résonnant sur le sol de marbre. « Excusez-moi du retard » dit une voix familière. Mais impossible. Mariana se figea. Elle connaissait cette voix, bien qu'elle sonnât maintenant froide et pleine d'autorité. Elle tourna lentement sa chaise. Les pas s'arrêtèrent à l'autre bout de la table. Daniel était là. Les cheveux parfaitement coiffés, le costume bleu marine ajusté à son corps avec élégance, les traits sereins, des yeux qui n'appartenaient plus à un homme blessé, mais à quelqu'un qui donnait des ordres. Il la regarda sans haine ni amour, juste avec le regard de quelqu'un de supérieur face à une subordonnée. La bouche de Mariana s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Daniel s'assit calmement au bout de la table. Sergio se plaça à ses côtés et lui tendit une tablette. Il regarda Mariana et sourit à peine. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Bonsoir, Madame Mariana, dit-il d'une voix claire qui emplit la pièce. Je suis Daniel Navarro, directeur général de Legado Navarro S.A. Il se pencha légèrement en avant. Vous pouvez commencer votre présentation. On m'a dit que vous étiez très intéressé par les terres du sud de Veracruz. Il marqua une pause pour laisser la phrase pénétrer. Par coïncidence, toutes ces terres que vous convoitez sont ma propriété. Le silence devint dense. Mariana pouvait entendre son propre cœur battre. Elle pensa que c'était une blague cruelle, mais les yeux de Daniel, qui la regardait autrefois avec dévotion, étaient maintenant aussi froids que le marbre sous ses pieds.
Daniel réussit-elle à articuler. C'est impossible. 800 hectares, Navarro. Où as-tu trouvé l'argent? Il se laissa tomber sur sa chaise sans prendre la peine de répondre. Monsieur Sergio, que pensez-vous de la proposition initiale de Constructora Mariana S.A.? Sergio, qui jusqu'alors avait été une ombre silencieuse, parla d'une voix plate et létale. Conceptuellement ambitieuse, mais financièrement très faible. Madame Mariana, votre proposition n'inclut pas une analyse de risque adéquate et vos projections de bénéfices sont excessivement optimistes. Mariana eut l'impression de recevoir un seau d'eau froide. Elle était venue impressionner un investisseur naïf, au lieu de cela, elle était en train d'être auditée. Attends, dit-elle, essayant de se ressaisir. Son arrogance chercha une explication. Daniel n'est qu'une façade, pensa-t-elle. Celui qui commande, c'est Sergio. Daniel, continua-t-elle avec le ton condescendant qu'elle avait toujours utilisé avec lui. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais c'est une affaire importante. Peut-être pouvons-nous collaborer. Tu me connais. Je suis la meilleure constructrice de la ville. Daniel sourit de côté. Oh, je te connais très bien, Mariana. Il se leva et ajouta, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais te donner une chance. L'espoir s'alluma dans ses yeux. Mon équipe, dit-il en regardant Sergio, va effectuer une due diligence complète de ton entreprise, un examen approfondi de ta vie financière. Nous avons besoin de voir ta comptabilité, ta liste d'actifs, ta liste de dettes. Nous n'investirons pas un seul euro dans une entreprise qui n'est pas transparente. Mariana hésita. Ouvrir ses livres serait un désastre. Son entreprise n'était de loin pas aussi saine qu'elle le prétendait. Pourquoi faut-il que ce soit si compliqué? Je suis moi, Daniel, ton ex-épouse. Précisément pour cela, Madame Mariana intervint Sergio, nous devons être professionnels. Prenez-le ou laissez-le. Si vous refusez l'audit, nous annulerons votre proposition et offrirons nos terres à une autre entreprise de construction. J'ai cru comprendre que votre concurrence à Polanco est très intéressée. C'était une menace claire. Mariana était acculée. Si elle se retirait, elle perdait le plus grand projet de sa vie. Si elle acceptait, elle devrait exposer toutes ses blessures. Très bien, dit-elle finalement, contrainte. Faisons l'audit. Je n'ai rien à cacher. Daniel hocha la tête. L'équipe de Monsieur Sergio te contactera. Bon après-midi. Mariana fut escortée jusqu'à la sortie. Elle monta dans sa voiture, les mains tremblantes. Elle ne savait pas si elle venait d'éviter une balle ou de marcher droit dans un piège, mais elle savait une chose, le nouveau Daniel lui faisait peur. Elle retourna aux Pentouzes, en état de choc. Mon amour, l'a reçu Léo, sautant du canapé avec une nouvelle tenue de créateur. Comment ça s'est passé? On est riche? Quand commençons-nous à planifier le mariage à Cancun? Tais-toi une seconde, je réfléchis, cria Mariana en jetant sa veste par terre. Il resta figé. Et, pourquoi tu me parles comme ça? Mariana faisait les 100 pas, l'investisseur est compliqué. Ça va très mal. Comment ça, compliqué? Ils ont dit non, demanda Léo, inquiet. Non, pas encore. Elle s'arracha les cheveux. Mais tu ne vas pas le croire. L'investisseur, le directeur, c'est Daniel. Léo resta paralysé. Quoi? Daniel? Celui qu'on a mis à la porte? Celui que tu appelais le pauvre type, grogna-t-elle. Ce n'est plus un pauvre type. C'est une autre personne. Il a un manoir à San Angel, un consultant financier, et il est propriétaire des terres. Le beau visage de Léo devint pâle. C'était le pire scénario, non pas parce qu'il aimait Mariana, mais parce que son statut, ses luxes et son avenir dépendaient du porte-monnaie d'elle. Et ce porte-monnaie était maintenant menacé par l'homme qu'il avait le plus méprisé. C'est sûrement du bluff, hurla Léo. Il ne peut pas être si intelligent. Il a dû s'accrocher à une vieille femme riche. C'est ça. C'est un homme entretenu. Mariana l'écoutait à peine. Il veut auditer mon entreprise. Qu'est-ce que je vais faire? Le désespoir de Léo se transforma en rage. Ce type, pour qui se prend-il de revenir tout gâcher? Je m'en occupe, souffla Léo. T'occuper de quoi? Ne te mêle pas de ça. Mais il avait déjà un plan. Il savait où se réunissait la nouvelle élite de la ville.
Il trouverait Daniel et essaierait de l'humilier en public, lui rappelant qui il était vraiment. Quelques jours plus tard, Léo apprit par un ami que Daniel avait l'habitude de travailler dans un café-boutique de luxe dans un nouveau quartier d'affaires à Polanco. Léo arriva en force. Vêtements de créateur de la dernière saison, montre ostentatoire, lunettes de soleil à l'intérieur du local. Il vit Daniel assis dans un coin, seul, lisant des documents sur une tablette tout en buvant du café. Léo se dirigea droit sur lui et frappa la table de la main pour faire du bruit. « Mais regardez qui est là » dit-il à voix haute pour que tout le monde entende. « Monsieur Daniel Navarro, ça grimpe vite, hein ?» D'être jeté du haut à s'asseoir dans un café cher. Daniel leva les yeux lentement, le regarda une seconde et revint à sa tablette sans rien dire. Cette indifférence irrita encore plus Léo. « Eh, je te parle, imbécile. Ne fais pas la sourde oreille. Pour qui tu te prends, hein? Tu embêtes Mariana. Lâche-la. Elle est à moi maintenant. » Daniel soupira, posa la tablette de côté et répondit calmement, « À toi? Les choses que l'on possède sont généralement des objets. Monsieur Léo n'est pas un être humain. Ne me donne pas de leçons. Je sais pourquoi tu es revenu. Tu es revenu pour me la prendre parce qu'elle a réussi maintenant, n'est-ce pas? » Daniel laissa échapper un petit rire froid. « Te prendre Mariana? Pourquoi m'embêterais-je à ramasser les ordures que j'ai déjà jetées? » Le visage de Léo devint rouge. Daniel se leva. Ils étaient maintenant face à face. « Écoute bien, » murmura Daniel avec une telle intensité que Léo recula d'un pas. « Je ne suis pas intéressé par Mariana. Je suis intéressé par son entreprise. » Et au cas où tu meurs d'envie de le savoir, il regarda les sacs de shopping que Léo tenait. « Mariana est venue me supplier de financer son projet. Elle n'est même pas capable de payer ton style de vie sans me supplier. » Menteur. « Ah, vraiment, » dit Daniel. Il sortit de son portefeuille une carte noire en métal. « Aujourd'hui, je me sens généreux. » Il appela le serveur. « L'addition, s'il vous plaît. Et celle de ce monsieur aussi. C'est moi qui offre. » Il regarda Léo. « Considère ça comme de la charité. Tu en as plus besoin que moi. » Il prit sa tablette et s'en alla, laissant Léo cloué sur place, transformé en spectacle pour tout le café. L'hameçon était lancé. Alors que Mariana se voyait obligée de livrer d'urgence toute sa documentation aux auditeurs de Sergio, Léo était ridiculisé devant des étrangers. Cette même nuit, l'équipe de Sergio se réunit dans la salle de guerre du manoir de San Angel. Sur un écran géant étaient projetés les flux de trésorerie de Constructora Mariana S.A. « Ce n'est pas une entreprise, monsieur Daniel, » dit Sergio en pointant les graphiques. « C'est un château de cartes tenu en l'air. »« Explique-moi, » demanda-t-il. « Premièrement, les matériaux, » commença Sergio. « Elle facture à ses clients du ciment de qualité A, mais les registres montrent qu'elle achète du ciment de qualité C. Elle empoche 40% de profit juste pour ce détournement. C'est illégal et dangereux. » Daniel se rappela avec un frisson un petit pont dont Mariana se vantait. Deuxièmement, les dettes. Elle n'a pas de crédit bancaire, elle est trop maligne pour ça. Elle préfère s'endetter auprès de petits fournisseurs, marchands de sable, quincailleries locales, petites sociétés de location de machines. Elle retarde les paiements de mois, voire d'années, sachant qu'ils n'ont pas la force légale de l'affronter. La liste des noms apparus à l'écran, Matériaux Garcia, Quincaillerie Le Tornillo, Machinerie Ibérica, et bien d'autres. Daniel en reconnut quelques-uns. Et troisièmement, les impôts, conclut Sergio. Elle tient deux comptabilités, une pour elle et une pour le service des impôts. Son évasion fiscale est massive. Daniel resta silencieux. La femme avec qui il avait été marié pendant 10 ans, qu'il avait accompagné dans ses maladies et ses réussites, s'avérait être une escroc, une extorqueuse et une voleuse. Parfait, dit-il enfin. Sergio le regarda, surpris. Parfait? Oui, cela nous donne une arme. Quelle est la prochaine étape? Mariana est obsédée uniquement par nous, par les 800 hectares, expliqua Sergio. Elle ne s'est pas rendu compte que sa dette envers les petits fournisseurs est le point le plus faible. Je veux que vous. Il s'arrêta, ajustant la stratégie. Je veux que vous rachetiez ces dettes. Sergio sourit. Je m'en doutais. J'ai déjà préparé 3 sociétés écrans au Delaware. Nous allons racheter chaque facture en souffrance de ces fournisseurs. Nous paierons en espèces. Les fournisseurs seront ravis, dit Daniel.
Ravi, acquiesça Sergio. Et Mariana ne saura rien. Elle ne fera que ressentir un soulagement, car ils arrêteront de l'appeler pour réclamer leur dû. Elle pensera que nous lui faisons une faveur et que nous lui donnerons du capital ensuite. Combien de temps, demanda Daniel. Donnez-moi une semaine. Dans une semaine, Constructora Mariana SA ne devra plus rien à ces petits commerçants. Il marqua une pause. Elle nous le devra à nous. Et ce fut le cas. Exactement comme l'avait prédit Sergio, la vie de Mariana sembla devenir plus facile du jour au lendemain. Les appels des fournisseurs furieux cessèrent. Elle y vit un signe de chance. Elle pensa que la rumeur de sa future collaboration avec le Gado Navarro avait fait fuir les collecteurs. Elle se trompait du tout au tout. Se sentant moins sous pression, Mariana décida de franchir le pas ultime, s'assurer de Daniel, non seulement comme partenaire commercial, mais de nouveau dans son filet émotionnel. Dans sa tête, le Daniel d'avant était toujours faible, naïf et amoureux. Elle envoya un énorme bouquet de roses blanches, ses préférées à l'époque au manoir de San Angel, accompagné d'une note. Je sais que j'ai fait une erreur. Parlons comme avant. Dînons à notre endroit habituel. Daniel fut sur le point de jeter les fleurs à la poubelle, mais Sergio l'en empêcha. Vas-y, lui dit-il. Laisse-la s'enfoncer seule. Cette nuit-là, Daniel se rendit au restaurant élégant où Mariana l'avait demandé en mariage des années auparavant. Elle l'attendait déjà, impeccable, avec la bouteille de vin la plus chère de la carte. Daniel, dit-elle en lui prenant la main par-dessus la table. Il la laissa faire. Sa peau était froide. Je te demande pardon. Daniel la regarda en silence. Je sais que j'ai été très mauvaise, poursuivit-elle, les yeux humides. Son jeu d'actrice était parfait. Léo n'est qu'un jouet. Je me suis laissé entraîner. Les affaires sont dures, et tu étais tellement occupé avec ta mère que je me suis senti seul. Et c'était ma faute, l'interrompit-il d'une voix tranquille. C'était ma faute si tu m'as trompé? Non, non, ce n'était pas ma faute, se hâta-t-elle. J'étais aveugle. Je n'ai pas vu le diamant que j'avais jusqu'à ce que je te voie dans la salle de réunion l'autre jour. Je me suis rendu compte. De quoi, demanda-t-il. À quel point tu es fantastique. Nous pouvons former la meilleure équipe. J'ai quitté Léo. Il n'est plus dans l'appartement, mentit-elle. Léo était en fait en train de faire du shopping avec sa carte à ce moment-là. Nous pouvons recommencer. Toi avec tes terres, moi avec mon expérience. Oublie Sergio, tu n'en as pas besoin. Tu n'as besoin que de moi. Daniel retira doucement sa main. Ta séduction est meilleure que ta présentation d'affaires, commenta-t-il, glacial. Mariana fut déstabilisée. Peut-être as-tu raison, continua-t-il comme s'il pensait à voix haute. Nous devons arranger ça, oui, mais je ne peux pas mélanger le personnel et le professionnel. Bien sûr, se hâta-t-elle. Finissons d'abord l'affaire de l'entreprise. J'ai vu le résultat de ton audit, dit Daniel. Et, demanda-t-elle avec anxiété. Et nous devons parler sérieusement, répondit-il. Demain dans mon bureau à 10 heures du matin. Amène ton avocat si tu veux. Quand ce sera réglé, nous parlerons de nous. Il se leva, la laissant avec la bouteille de vin cher et un sourire confiant, croyant qu'elle venait de gagner. À 10 heures précises le lendemain, Mariana arriva à la salle de réunion du manoir sans avocat et avec un autre bouquet de roses. Elle était convaincue que la réunion n'était qu'une formalité avant une réconciliation. L'atmosphère, cependant, était tout sauf romantique. Daniel était déjà assis au bout de la table. Sergio, debout à ses côtés. Sur la table en acajou, il n'y avait ni café ni coupe de vin, mais des piles de documents légaux. Assieds-toi, Mariana, dit Daniel sèchement. Elle obéit, perdant une partie de son sourire. Allons droit au but, annonça-t-il. Monsieur Sergio. Le consultant plaça devant elle une chemise épaisse. Madame Mariana, voici la liste des dettes de Constructora Mariana SA. Il commença, Matériaux Garcia, 100 000 euros. Quincaillerie Le Tornillo, 50 000 euros. Machinerie Ibérica, 200 000 euros et ainsi de suite. La dette totale vérifiée auprès de 12 fournisseurs s'élève à 500 000 euros. Le visage de Mariana pâlit. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis en négociation avec eux. Il n'y a plus rien à négocier, l'interrompit Daniel, car ils ont tous été payés. Elle le regarda, confuse. Payés?
Qui les a payés? Il se désigna lui-même. Moi. Sergio poussa une deuxième chemise. Par l'intermédiaire de 3 sociétés d'investissement affiliées à Legado Navarro S.A., nous avons acquis toutes ces factures en souffrance. Les cessions de créances sont dans ce dossier. Mariana ouvrit la première feuille et sentit son cœur s'arrêter. En d'autres termes, Mariana, dit Daniel en se penchant pour la regarder dans les yeux, ton entreprise ne doit plus rien à ces petits commerçants. Il y eut un silence épais. Ton entreprise me le doit à moi. À moi. Mariana cessa de respirer un instant. Je peux payer, balbutia-t-elle. Je peux payer en plusieurs fois. Bien sûr que tu peux, répondit Daniel. Mais je ne suis pas intéressé à faire affaire avec toi, ni à revenir avec toi. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Il frappa doucement la pile de papier devant elle. Selon la clause de cession, cette dette est échue. À partir de cet instant, tu as 24 heures pour liquider ces 500 000 € en espèces. 24 heures? C'est impossible. Personne n'a autant d'argent liquide, cria-t-elle, paniquée. Moi, si, répondit-il, glacial. Tu m'as tendu un piège. Un piège? Daniel se leva. Je ne fais que réclamer ce qui m'est dû, tout comme tu t'es accaparé tout ce qui m'était dû auparavant. Si dans 24 heures tu ne paies pas, il laissa tomber un 3e dossier sur la table. Notre équipe juridique enregistrera immédiatement une saisie sur le Pantouse de la Tor impériale, sur ton bureau et sur toute ta machinerie lourde. Bonjour, Madame Mariana. 24 heures. Mariana n'avait jamais senti une journée aussi courte. En sortant du manoir, elle ne retourna pas à l'appartement. Elle était hors d'elle. La première heure, elle la passa à conduire sans but, maudissant Daniel, Sergio et le monde. La deuxième, elle appela son directeur de banque. J'ai besoin d'un prêt de 500 000 €. Je mets mon projet dans le sud de Veracruz en garantie. Le directeur rit au téléphone. Mariana, ne plaisante pas. Tu n'as pas encore ce projet et ta ligne de crédit est déjà à la limite pour financer. Enfin, tu sais. Mariana raccrocha brusquement. De la 3e à la 10e heure, elle passa son temps à appeler tous ses contacts. Chaque ami avec qui elle avait trinqué du vin cher, chaque fonctionnaire à qui elle avait graissé la patte. Les réponses furent des variations du même rejet. Ouf. C'est compliqué, Mariana. Ou, oh là là, je suis à l'étranger. Ou simplement, il ne répondait pas. La nouvelle de sa possible chute, qui avait commencé à circuler depuis la réunion au manoir, se propageait plus vite que le feu. À la 11e heure, désespérée, elle retourna aux Pantouzes. Léo essayait une nouvelle tenue. Comment je suis? Sublime, non? Vends-le, hurla-t-elle. Quoi? Vends tout, cria-t-elle, les yeux injectés de sang. Vends tes montres, tes baskets chères. Nous sommes en faillite. Le visage de Léo se décomposa. Ce sont des cadeaux, pas des investissements. Tu es folle? Daniel m'a tendu un piège, délirait Mariana. Ce maudit a racheté mes dettes. Il nous a donné 24 heures pour payer un demi-million. Léo ne se souciait pas de la structure de la dette. Il n'entendit qu'une chose, l'argent était épuisé. Tout ça, c'est ta faute, lui cria-t-il en frappant sa poitrine. Tu disais que tu étais riche, que tu étais grande, et tu n'es qu'une imposture. Mariana, qui avait déjà tout perdu, déchargea sa rage sur la seule cible disponible. Ma faute? C'est ma faute? Qui demandait des montreurs de prix chaque semaine? Qui exigeait des vacances à Cancun? Tu m'as fait dépenser. Parasite, parasite. Léo resta bouche bée. La dispute fut si brutale et bruyante qu'elle devint un spectacle à l'entrée de la Tor impériale. Ils ne se rendirent pas compte que de l'autre côté de la rue, quelqu'un les filmait avec son portable. Je n'ai pas signé pour ça, cria Léo. C'est fini. Il traîna sa valise, essayant d'arrêter un taxi. Où vas-tu? Tu ne vas pas survivre sans moi, se moqua Mariana. Tu vas voir. Léo se rendit directement à un hôtel de luxe et essaya de réserver avec la carte illimitée qu'elle lui avait donnée. Désolé, monsieur. Carte refusée, dit la réceptionniste imperturbable. Il en essaya une autre. Refusée. Toute refusée. Mariana avait bloqué les comptes, ou la banque l'avait fait.
Il paniqua et commença à appeler ses amis de la haute société. « Mon ami, j'ai un problème, tu peux me prêter ?» Les appels étaient coupés. Rapidement, les portables le dirigeaient directement vers la messagerie. Il ne le savait pas, mais Daniel n'avait pas eu à bouger le petit doigt. Il avait suffi que Sergio filtre le rapport d'audit de Mariana à quelques personnes clés. La nouvelle qu'elle était une escroc et que Léo, l'amant, était lié à une femme ruinée et corrompue, se répandit dans tous les groupes de discussion de l'élite locale. Il devint toxique. Personne ne voulait être associé à lui. Cette même nuit, la vidéo de leur dispute devant l'immeuble devint virale sur les blogs de Potin. Son visage parfait fut associé à la faillite et au drame bon marché. Sa carrière de mannequin était terminée. Les portes du monde du luxe se refermèrent. Léo, qui avait cru être au sommet, finit par vendre ses vêtements et certains accessoires contrefaits que Mariana lui avait refilés un par un pour pouvoir survivre, retournant à l'anonymat qu'il détestait tant. Exactement à 10 heures du matin, 24 heures plus tard, la sonnette du Pentouse retentit. Mariana, qui n'avait pas dormi, courut ouvrir, s'attendant à voir Daniel arriver pour la pardonner et annuler sa menace. Non. À la porte se tenait Sergio, serein comme toujours. Derrière lui, 2 avocats en costume impeccable et un homme en uniforme officiel portant une chemise épaisse, un huissier de justice. « Votre temps est écoulé, Madame Mariana, dit Sergio sans émotion. « J'ai besoin de plus de temps, balbutia-t-elle. « Le temps est un luxe que vous n'avez pas accordé à Daniel, l'interrompit Sergio. Il fit un pas en avant. Conformément à l'ordonnance du tribunal supérieur de Mexico, nous sommes ici pour exécuter la saisie de cet immeuble. L'huissier commença à coller des scellés sur les murs de l'entrée. Non, c'est ma maison, cria Mariana. Techniquement, c'est la garantie de votre dette envers mon client, corrigea l'un des avocats. Vous, et ce jeune homme, il regarda Léo avec un mépris évident, qui est venu récupérer ses dernières affaires, devait déguerpir dans l'heure. N'emportez que vos effets personnels indispensables. 1 heure plus tard, le hall de la Tour impériale offrait un spectacle inverse à celui d'il y a quelques semaines. Mariana, celle-là même qui s'était sentie reine de l'immeuble 10 ans auparavant, était escortée vers la rue par les gardes qui avaient traîné Daniel. Léo la suivait, pleurant hystériquement, avec 2 valises pleines de vêtements et d'accessoires. Mariana n'était plus seulement ruinée sur papier, elle était littéralement à la rue, ramenée au même point zéro auquel elle avait tenté de réduire Daniel. 2 semaines après l'exécution, Daniel et Sergio étaient assis dans la salle de réunion du manoir. La table en acajou était maintenant couverte de plans. Tous les actifs de Constructora Mariana SA ont été liquidés, informa Sergio. Ses bureaux, sa machinerie, le Pentouse, tout est suffisant pour couvrir la dette de 500 000 € plus les intérêts et les frais de justice. Bien, dit Daniel. Que faisons-nous du Pentouse? Nous pouvons le vendre? Il secoua la tête. Non, vendez tout le mobilier de luxe, laissez-le vide. Ensuite, remettez les clés à Monsieur Ruben à la Banco Herencia del Sur. Dites-leur de le donner en prime à Ravière. Sergio leva un sourcil, amusé par la touche de justice ironique. Ravière, le caissier? Oui, il le mérite. C'est le premier à m'avoir aidé. Très bien, monsieur. Et les 800 hectares? Continuons-nous avec le plan de développement de luxe? Daniel se leva, marchant vers la baie vitrée qui donnait sur le jardin. Il se rappela la lettre de son père. Construis ton propre royaume. Mariana voulait construire un palais pour les riches que des gens comme moi ne pourraient regarder que de derrière la grille, dit-il. Je vais faire le contraire. Il revint à la table et désigna de nouveaux plans. Nous allons utiliser les 100 premiers hectares pour construire des logements décents, subventionnés, avec une école et un petit centre médical inclus. Pour qui? Demanda Sergio, maintenant vraiment intéressé. Pour les ouvriers de nos noyers et pour les propriétaires des petits fournisseurs que Mariana a failli détruire. Ils auront la priorité et des réductions spéciales. Et la machinerie que nous avons saisie à Mariana, nous l'utiliserons pour construire ces maisons, ajouta-t-il avec un léger sourire. C'est de la justice poétique. Pas seulement ça, continua Daniel. Sur 10 autres hectares, nous allons construire le centre Navarro, un centre de formation en agro-industrie moderne et en gestion des petites entreprises. Je veux que des gens comme mon père aient l'opportunité de réussir sans avoir à se cacher. Daniel ne prenait pas seulement sa revanche, il créait un héritage. Il en avait fini avec Mariana, mais pas la loi. Elle, qui vivait maintenant mal dans un appartement partagé en périphérie,
croyait que le pire était passé. Elle pensait qu'après avoir tout perdu face à Daniel, elle était au moins libre. Un après-midi, alors qu'elle mangeait des nouilles instantanées, on frappa à la porte. « Police !» Elle sursauta. « Madame Mariana, vous êtes en état d'arrestation, » dit l'un des agents. « Qu'est-ce que c'est encore ? » « Ma dette envers Daniel est déjà payée. »« Ce n'est pas pour des dettes, » répondit l'officier. « C'est pour l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité sur le pont de ce village de Veracruz et pour fraude fiscale. » Mariana resta figée. Comment le savait-il ? Elle ignorait que Sergio, au nom d'un client préoccupé par la sécurité publique comme Daniel s'était présenté aux autorités, avait envoyé anonymement les copies de la double comptabilité et les analyses de laboratoire du ciment défectueux au procureur et à l'autorité fiscale. Elle a construit un pont qui peut s'écrouler, avait dit Daniel. Cela pourrait tuer des gens. Cela ne nous concerne plus seulement elle et moi. C'est une question de justice. La nouvelle de l'arrestation de Mariana file à une locale. Chute d'une promotrice d'élite, soupçon de corruption et de fraude. Dans son manoir, Daniel vit la nouvelle sur l'écran géant du salon. Il regarda le visage hagard et furieux de Mariana, escortée par les agents. Il ne ressentit ni joie ni rage, seulement un sentiment d'achèvement. Il éteignit la télévision. 1 an plus tard, le Gado Navarro S.A. n'était plus une entreprise dormante et mystérieuse. Elle était devenue l'un des nouveaux piliers économiques du sud du pays. Daniel avait modernisé les noyers avec des pratiques durables, augmenté les salaires, construit des installations dignes. Le centre Navarro avait ouvert ses portes et sa première promotion était déjà diplômée. La première phase des logements subventionnés était pleine. Personne ne l'appelait plus monsieur le directeur par crainte. Les travailleurs les plus âgés l'appelaient Don Daniel ou le fils de Don Alberto, avec respect et affection. Il se tenait sur une colline de la propriété, observant l'étendue verte sous le soleil du soir. Il n'était plus l'homme mal coiffé du hall de la tour impériale, ni le dirigeant glacial de la salle de réunion. Il était Daniel, complet. Il entendit des pas derrière lui. « Daniel, la vue est magnifique, » dit Sergio. Il ne portait plus de costume, juste une chemise de lin. Il passait plus de temps à la campagne qu'en ville. « Oui, » répondit Daniel en souriant vraiment. « Mon père appelait ça une ancre. » Il s'avère qu'avec l'encre, on pouvait construire beaucoup de choses. « Tu as construit ton royaume, Daniel, » dit Sergio. « Nous l'avons construit, » le corrigea Théil. Sergio sourit. « Mon équipe en ville n'arrête pas de me demander quand je reviens. Il semble que je doive leur donner une réponse. »« Et quelle est ta réponse ?» demanda Daniel en le regardant. Sergio ne répondit pas par des mots. Il fit un pas vers lui, soutint son regard et lui tendit la main. « Ils n'ont plus besoin de moi comme consultant, le nettoyeur, disait-il. »« Non, » répondit Daniel en lui serrant fermement la main. « Maintenant, j'ai besoin de toi comme associé. » Ils restèrent là, observant le coucher de soleil sur le royaume, un royaume qui ne s'était pas élevé sur la cupidité ni le mensonge, mais sur les décombres de la trahison et sur les fondations de la justice et d'un nouvel héritage. Avez-vous aimé cette histoire? De quelle ville nous écoutez-vous? Je vous lis dans les commentaires. Si vous avez apprécié, vous pouvez soutenir en envoyant un merci pour que je puisse continuer à vous apporter plus de récits comme celui-ci. Un grand merci pour votre affection. J'ai hâte de lire ce que vous avez pensé de l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y a beaucoup plus sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à la prochaine histoire de vie, avec tout mon amour et mon respect.